Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de 3 enfants. Dans le duo de Ça va maman, je suis avec Laurie Zéphir, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Aujourd'hui, un sujet qui allume les passions, on va dire ça comme ça, l'allaitement. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler et en même temps, ça me faisait vraiment peur parce que je sais qu'il y a des camps dans l'allaitement. Il y a 2 sujets qui allument les passions, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, on le voit à travers Ça va maman, c'est le sommeil et l'allaitement. Donc, on a décidé de faire ce sujet-là parce que du 1er au 7 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement et toutes les mamans vont un jour avoir eu un lien avec l'allaitement, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, on va avoir eu le choix de le faire. Et donc, c'est important qu'on en parle à travers Ça va maman. C'est important qu'on en parle au niveau de la santé mentale aussi, en lien avec l'allaitement. Donc aujourd'hui, à la table, on a invité plusieurs personnes. On voulait que toutes les voix finalement participent à la discussion. On a Fanny Dagenet, qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits, qui va nous faire un portrait de l'allaitement au Québec. Et on a Sophie Morel, qui est directrice générale de Nourrissources Montréal, nutritionniste et consultante en lactation. Et évidemment, avec Laurie, qui est psychologue, puis qui avait fait une formation, d'ailleurs une conférence pour Nourrissources pour la femme allaitante. Et moi, qui a un rapport plutôt amer, on va dire ça comme ça, avec l'allaitement. Quand je dis que ça me stressait, ce podcast-là, c'est que justement, je voulais pas qu'on tombe dans le débat. Je voulais pas que les femmes qui vont écouter ou les gens qui allaitent qui vont écouter se sentent jugés, peu importe leur décision. Puis, on va l'entendre dans le podcast, avec l'allaitement, on dirait qu'il y a tout le temps du jugement, peu importe de quel côté tu te trouves, peu importe ta position, et on va en parler. Je vais vous expliquer, moi, mon rapport aussi avec l'allaitement, quel est-il et quel impact ça a dans mon quotidien, dans ma façon de consommer les réseaux sociaux. Bref, j'espère que ça va vous faire du bien, cette conversation-là. Je pense que c'est toujours le but de Ça va maman, de se faire du bien. Vous allez voir aussi qu'on va parler que c'est un sujet qui concerne le couple, que ça doit être une décision familiale. Puis des fois, quand on est fatigué, quand on pleure, quand nos émotions sont toutes emmêlées, quand on vient d'accoucher et tout ça, c'est plus difficile d'entretenir une conversation. Vous me voyez peut-être venir. C'est qu'on a sorti 2 conférences pour le couple et il y en a une qui s'appelle Mini-thérapie de couple pour mieux communiquer. Donc, dans cette conférence-là, de 2 psychologues, un duo de psychologues qu'on a engagé pour faire cette conférence-là. Donc, c'est pas Laurie et moi qui la donnons, c'est vraiment 2 psychologues qui sont habitués de faire de la thérapie de couple et tout. Laurie en fait aussi, mais on a eu un coup de cœur pour ces filles-là et elles nous ont présenté un plan de conférence qu'on trouvait tellement pertinent. On avait hâte de vous présenter ça. Donc, vous allez retrouver des outils très pratiques, très concrets que vous pouvez utiliser dès maintenant dans votre relation de couple pour alléger le tout. Alors, si ça vous intéresse d'aller voir, savamaman.com, les 2 conférences sur le couple s'y retrouvent. Et la 2e conférence, c'est se comprendre en relation amoureuse, enjeux individuels et impasses relationnelles, qui, moi, m'a subjuguée, cette conférence. Moi, j'ai toujours besoin de me comprendre. Et c'est à ça qu'elle servait, la conférence, à se comprendre, à comprendre nos patterns relationnels et tout. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, alors je vous conseille d'aller regarder au moins de quoi il s'agit, savamaman.com. Sur ce, je vous laisse à cette conversation très intéressante. Et dans la bienveillance de tout le monde, dans le calme, dans la vérité aussi de tout. Évidemment, on ne peut pas amener toutes les nuances et tous les portraits et tous les allaitements parce que chaque personne a peut-être un rapport très différent avec l'allaitement, mais on a essayé de faire du mieux qu'on peut. Ouais. Alors, bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Laurie, on est entouré aujourd'hui, on a beaucoup de monde avec nous, c'est le fun. Parce que du 1er au 7 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Donc, on a pensé faire une conversation, en fait, autour de ce sujet-là. Puis je le disais à nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants, à quel point j'étais contente qu'on fasse cette conversation-là parce que toutes les mamans ont
un lien, en tout cas, avec l'allaitement. Tu t'es posé la question, tu l'as fait, tu l'as pas fait. Je veux dire, on a toute une expérience par rapport à l'allaitement. Puis de l'autre bord, j'étais stressée parce qu'on a toute une expérience par rapport à l'allaitement. Chacune d'entre nous. Fait que je trouvais ça le fun de faire une conversation où toutes les voix ont droit d'être là dans la discussion. Tu sais, là, on n'est pas dans le débat, on n'est pas dans faut que vous fassiez ça, faut pas que vous fassiez ça. On n'est pas là-dedans, on fait juste un portrait de l'allaitement au Québec, puis comment on peut s'aider, puis comment on peut se soutenir à travers nos cheminements. Alors, j'y vais tout de suite avec la présentation de nos invités aujourd'hui. Fanny Dagenet, qui est directrice de l'Observatoire des Tout-Petits. Fanny, tu peux lever la main, puisque on est aussi, voilà, on est à l'audio et on est en vidéo aussi. Et Sophie Morel, qui est directrice générale de Nourrissources Montréal, qui est nutritionniste et consultante en lactation. Bonjour, mesdames, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait Merci. Fanny, je commencerai avec toi, en fait, pour avoir un portrait, parce que l'Observatoire des Tout-Petits, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, l'Observatoire des Tout-Petits, c'est un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon. Puis notre mission, dans le fond, c'est de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en petite enfance au Québec, donc c'est-à-dire les décisions qu'on prend en tant que société pour favoriser le développement des tout-petits. Et notre objectif, bien, c'est tout simplement que chaque enfant ait accès aux conditions qui lui permettent de développer son plein potentiel, et ce, peu importe où il naît et grandit. OK. Donc, vous faites des rapports, dans le fond, sur l'état, parce que je l'ai lu par rapport à la grossesse puis l'allaitement, avec des statistiques et tout ça. Est-ce que c'est chaque année que vous faites ça? Oui, tout à fait. On publie annuellement un portrait des tout-petits Québécois. Donc, on veut vraiment suivre l'évolution de la situation comme il faut et la communiquer aux élus, aux citoyens pour que tous ensemble, on puisse prendre des bonnes décisions pour nos tout-petits. Très important. Très, très, très important. Fait que j'aimerais ça que tu nous fasses un peu le portrait de l'allaitement au Québec. C'est gros, ça a l'air gros dit de même, mais c'est les chiffres qui sont ressortis, mettons. Bien, je vais essayer de faire ça simple. Alors, d'abord, on sait que selon les dernières données disponibles, qui datent quand même de 2017-2018, bien, c'est 89% des mères au Québec qui ont tenté d'allaiter ou allaiter leur enfant. Et ce qu'on observe par contre, parce que c'est quand même une grosse majorité, mais ce qu'on observe, c'est que pendant les premiers mois de vie de l'enfant, bien, tranquillement, ça a tendance à diminuer. Donc, au bout d'un mois de vie du tout petit, le 89% devient un 76%, et au bout de 6 mois, bien, ça devient un 56% des mamans qui allaitent toujours. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 43% des femmes au Québec qui ne rencontrent pas les recommandations de l'OMS, qui sont d'allaiter exclusivement les enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Et lorsqu'on les questionne pour savoir pour quelles raisons les femmes, justement, ont arrêté l'allaitement, bien, on se rend compte qu'il y a plusieurs obstacles qui semblent se présenter lorsqu'on essaie d'allaiter notre enfant. Donc, certaines mamans disent penser manquer de lait, ne pas être en mesure de répondre à l'appétit de leur enfant. D'autres se disent fatiguées ou encore incommodées par l'allaitement, que ça s'intègre pas bien dans leur routine au quotidien. Donc, on voit qu'il peut y avoir toutes sortes de défis. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'un récent sondage révélait que c'est seulement 8% des mamans qui disent qu'elles ont arrêté tout simplement parce qu'elles avaient prévu arrêter à ce moment-là. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mamans qui n'arrêtent pas au moment où elles l'avaient prévu parce qu'elles font face à toutes sortes d'obstacles. Et ça, je pense qu'il faut que ça nous amène comme société à nous poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les mamans qui souhaitent allaiter? Mais il y a Sophie Morel, justement, qui est là, qui est aussi la directrice générale de Nourrissources Montréal. Comme que Jessica le disait, est-ce que c'est ce que tu observes, toi aussi? Vous, les mamans qui viennent vous voir, elles veulent allaiter. D'habitude, est-ce qu'elles viennent quand il y a des obstacles? Est-ce qu'elles viennent avant? Comment ça se passe? Bien, on voit de tout. Donc, juste pour préciser, Nourrissources Montréal, c'est un organisme de soutien à l'allaitement qui est à Montréal, mais ça fait partie là, d'un grand réseau de ressources communautaires en allaitement qui vont offrir différents services là, un peu partout au Québec. Mais oui, ce qu'on va voir à Montréal, on a des mamans, des familles qui vont nous contacter avant la naissance parce qu'elles savent que c'est important de se préparer à l'arrivée du bébé et à l'allaitement. On a des parents qui vont nous contacter
quand il y a des problèmes, des difficultés, donc des fois c'est 3 jours de vie, des fois c'est 3 semaines, des fois c'est 3 mois. On voit un petit peu de tout. Ça peut aller même jusqu'au sevrage. Et on voit aussi des familles qui vont venir dans nos activités de groupe, qu'on appelle les haltes allaitements. Encore là, différents moments de la vie du bébé, de cette aventure d'allaitement, soit pour des difficultés qu'on appelle des fois plus des défis courants ou juste des choses qui vont arriver, des tétés groupées, des poussées de croissance, juste le quotidien avec un bébé allaité qui peut être déstabilisant, surtout quand c'est le premier, qu'on a un réseau plus ou moins élargi d'amis ou de familles qui a des bébés qu'on a vu être allaités. On en a que c'est vraiment des difficultés significatives d'allaitement, des blessures ou une réelle manque, une production qui est insuffisante pour des raisons physiologiques ou de santé pour le bébé ou pour la mère. Et on en a aussi qui viennent juste jaser, discuter. Donc, ça fait partie de ce qu'on voit aussi. Mais ce que Fanny nous mentionnait là, dans les statistiques, ça se reflète très bien dans ce qu'on constate. Entre autres, le manque de lait, l'impression de manquer de lait ou un manque réel. Cette inquiétude-là de peut-être pas alimenter suffisamment son bébé, il y a des parents qui vont diminuer tranquillement ou complètement l'allaitement pour cette raison-là. Oui, parce que c'est facile avec un biberon, tu sais combien il a bu, tu sais. Ça, c'était angoissant au début, là, quand y a-tu bu assez? Est-ce que j'ai assez de lait? T'as pas d'informations concrètes. Je pense que tu dois avoir plein d'outils pour deviner s'il y a assez bu ou pas. Mais tu sais, quelqu'un qui est anxieux, qui veut le chiffre, je veux le voir. On n'a pas ça, déjà, là, ça part. Mais là, si je comprends bien, c'est autre chose que, mettons, dans les CLSC. Tu sais, je pense à quand moi j'ai accouché, j'ai eu une infirmière d'un CLSC qui est venue chez moi après 2 jours, je pense, de vie ou 3 jours, puis qui donne des conseils, qui regarde. En tout cas, avec l'allaitement, c'est 2 choses distinctes, là. Vous n'êtes pas nécessairement dans les CLSC, là. Ça, c'est une grosse question, mais c'est très variable là, d'un endroit à l'autre au Québec. On a eu des activités conjointes avec les CLSC, peut-être moitié, c'était dans des CLSC, l'autre moitié, c'était dans des organismes communautaires. Ça, c'était avant la pandémie. Pendant la pandémie ou là, au sortir du confinement, disons, on a repris beaucoup des activités, mais dans des organismes communautaires principalement, parce que les infirmières étaient encore mobilisées vers soit la vaccination ou autre, ou étaient délestés vers les autres services. Et donc, d'où les organismes communautaires. Mais là, on retourne un peu à quelque chose d'hybride, là. Des fois, c'est des rencontres où on a une infirmière avec des bénévoles, parfois une intervenante d'un organisme en allaitement. Des fois, on a toute une variation sur ce thème-là. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de rencontres entre parents, avec une bénévole, une intervenante qui peut aller un petit peu plus loin dans les conseils. Mais j'ai le goût de rebondir sur ce que Fanny disait tantôt par rapport aux recommandations de l'OMS. C'est-à-dire que là, puis là, les mamans qui nous écoutent, là, c'est sûr qu'elles vont se dire, bon, mais parfait, nous, on le sait que c'est important l'allaitement. Puis, tu sais, c'est quoi déjà le terme, là, les hôpitaux amis des enfants, je sais pas trop quoi, là, où est-ce qu'on promouvoit beaucoup l'allaitement et tout ça. Mais on peut pas passer à côté du fait qu'il y a une pression par rapport à l'allaitement. Tu sais, vous, comment vous avez l'impression que ça affecte la santé mentale des on va dire les mamans, c'est quand même un peu plus vers elles que c'est dirigé. Elle est où la limite entre, là, ça m'amène une pression sociale, une pression individuelle versus, tu sais, les blocages, justement, est-ce qu'ils viennent plus de moi, est-ce qu'ils viennent autour de moi? Comment vous arrivez à vous situer dans tout ça? Je laisse y aller, Fanny. Bien sûr. Donc, écoutez, c'est certain que l'allaitement, il faut que ça demeure un choix, puis il faut que tout le monde se sente respecté par rapport à son choix. Donc, ça, c'est de base. Bien entendu, ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est le fait qu'il y a des mamans qui font le choix d'allaiter, mais qui, parce qu'elles ne sont peut-être pas suffisamment soutenues, parce qu'elles font face à toutes sortes d'obstacles, ne vont pas réussir à atteindre les objectifs d'allaitement qu'elles se sont fixés. Et ça, pour nous, c'est un problème parce que, effectivement, il y a des bienfaits de l'allaitement qui sont documentés, qui ont été communiqués. Donc, ça donne le goût à certaines mamans d'allaiter, mais après ça, est-ce qu'on les soutient ou on les laisse se débrouiller avec tous les obstacles qu'elles vont rencontrer sur leur chemin? Donc, pour moi, c'est vraiment
c'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc, c'est pas qu'on est en train d'essayer de faire sentir coupable des mamans qui, pour toutes sortes de raisons, vont décider qu'elles ne souhaitent pas allaiter, mais c'est plutôt de dire, celles qui ont fait ce choix-là, est-ce qu'on est au rendez-vous dans la société pour les soutenir et les aider à relever ces défis-là? Puis comment être au rendez-vous aussi? Parce que, je veux dire, comment aller les rejoindre après ça? Tu sais, nos ressources, c'est moi qui, quand je reviens à la maison, si j'ai besoin d'aide, j'appelle. Mais si je connais pas les ressources ou si, tu sais, je suis chez nous puis je fais juste pleurer, je veux dire, s'il y a ça aussi, là. Moi, je trouvais que dans les hôpitaux, ça manquait. Mais je vais être bien honnête. Moi, mon histoire avec l'allaitement, c'est plus amer que doux, là, parce que ça a vraiment pas super bien fonctionné. Puis je me rappelle, tu sais, les infirmières, avec tout leur bon vouloir, et infirmiers, j'ai eu un infirmier, je pense, avec tout leur bon vouloir, les pratiques étaient différentes pour de professionnel en professionnel que je rencontrais. Puis là, j'essayais, mais moi, c'est la première fois. Fait que là, je sais pas comment que ça marche. Là, toi, tu m'as dit ça tantôt, puis là, toi, tu m'as dit ça tantôt, puis là, j'essaye donc de le faire. Fait que, puis j'ai reçu de la visite, puis là, je me suis blessée. Je me suis blessée aux 2 bords. Fait que là, écoute, avec le sans-sommeil, après ça, là, je capotais. Je trouvais ça super difficile, ça me faisait mal. Puis ça allait tellement mal, mais la blessure était faite, qu'on m'avait amenée du côté des prématurés avec ma fille. Puis là, il y avait une conseillère en lactation, puis il y avait eu une personne dédiée à ça qui a fait comme « Hey, voici! » Puis j'étais comme « Pourquoi t'es pas venue me voir tantôt? » Parce qu'elle n'a pas le temps, là, la madame, là, elle était seule pour toutes les tâches de la maternité. J'étais comme « Mais pourquoi, de base, il n'y a pas plus de professionnels à l'hôpital? » J'imagine que c'est toujours une question d'argent, là. Bien, c'est un très bon point. Puis en fait, sachez qu'il y a un peu moins de 10% des hôpitaux au Québec qui sont des hôpitaux amis des bébés. C'est-à-dire ces hôpitaux-là qui ont vraiment décidé de formaliser leur engagement à soutenir l'allaitement puis qui mettent en place toutes sortes de mesures à l'intérieur de l'hôpital pour soutenir les mamans qui choisissent d'allaiter. Donc, et ça, c'est très rare là, dans le domaine des interventions d'avoir des données qui démontrent hors de tout doute l'efficacité d'une intervention, mais on a la chance pour l'initiative Amis des bébés d'avoir des données. Et ce que ça montre, c'est que les bébés qui sont nés dans des hôpitaux comme ça ont 4 fois plus de chances d'être encore allaités à l'âge de 6 mois si on les compare aux enfants qui sont nés dans d'autres hôpitaux qui n'étaient pas amis des bébés. Donc, c'est une initiative qui semble très porteuse en termes de résultats, mais qui est peu propagée quand on regarde l'ensemble des hôpitaux au Québec. Donc, effectivement, ça fait en sorte que dès la naissance, la maman n'est peut-être pas si bien soutenue que ça pour pouvoir démarrer comme il faut l'allaitement. Et Dieu sait que les premières semaines, ça peut être décisionnel, là, dans le sens où si on vit un peu un petit cauchemar, ben, ça peut vraiment nous décourager et on peut décider d'arrêter. Donc, évidemment, ça prend ça. Puis évidemment aussi, une fois qu'on quitte l'hôpital, bien, ça nous prend du soutien, comme le soutien qui est offert par nos ressources, comme le soutien qui est offert par différents organismes communautaires pour vraiment se sentir soutenu tout le long. Et enfin, bien, il faut aussi se sentir soutenu par notre employeur quand on retourne travailler. Il faut se sentir soutenu par notre municipalité, notre quartier. Est-ce qu'on se sent à l'aise d'allaiter sur le banc du parc où on sent que on n'est pas bienvenu, on est dévisagé? Est-ce qu'on se sent à l'aise de pouvoir allaiter notre enfant dans un commerce, à la bibliothèque? Est-ce qu'on est forcé d'aller se cacher dans la salle de bain? Ou si c'est quelque chose qui est accepté socialement puis qu'on est content de voir que j'ai fait le choix d'allaiter mon enfant. Donc, ça aussi, c'est des pistes d'action de ce qu'on peut mettre en place finalement. Oui. Mais là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans que je veux décortiquer. Ben, puis Sophie, je t'ai vu chez la tête. Sophie, je te laisse la parole. Par rapport aux hôpitaux, oui, justement, tu dois l'entendre souvent, là, que dès la naissance, ils ont peut-être manqué de soutien ou ça a démarré mal, l'allaitement, puis... À chaque fois que je parle à des parents. Ah oui, hein? Ah oui. Pour toutes sortes de raisons, puis c'est pas le même degré, mais le manque de ressources, le manque de temps, le manque de formation des intervenants. J'essaie beaucoup de ramener aux parents que c'est jamais de mauvaise foi, là. Donc c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas organisé encore pour que ça fonctionne. Même les hôpitaux qui sont certifiés Initiative Amis des bébés, le contexte, ne serait-ce que comment la chambre d'hôpital est conçue.
est-ce que le père ou la conjointe ou la personne significative peut être avec la mère et son bébé sur le lieu de naissance pour lui donner une aide technique ou une aide, un soutien émotionnel, ou le père doit aller dormir à la maison parce qu'il n'y a pas d'espace. Juste ça peut faire la différence. Mais donc, puis la certification, c'est pas non plus une garantie qu'on va tomber sur l'infirmière formée ou que la consultante va être disponible. Ça se peut qu'on tombe sur la stagiaire. Oui. C'est comme ça que les soins sont organisés. Et puis, je voulais préciser d'ailleurs, l'initiative Amis des bébés, c'est Amis de tous les bébés. Donc, c'est pas que pour les bébés allaités, c'est pour que, peu importe la façon dont les parents décident de nourrir leur enfant, ils vont avoir l'information nécessaire, donnée de la façon adéquate, et que les parents aient pu prendre une décision là, qui est éclairée aussi par rapport à comment ils veulent nourrir leur bébé. Mais juste ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas l'expérience que beaucoup, tu sais, je pense que c'est l'objectif. C'est l'objectif sur papier, mais tu sais, ce que j'aime de notre discussion en ce moment, c'est qu'on voit à quel point il y a vraiment toute une organisation qui entoure les mères, et les parents, là, mais par rapport à ce choix-là d'allaiter ou non, sur qui je tombe, à quel moment, quel genre de ressources que j'ai, tout ça va influencer ma décision, mon choix, mon parcours, mon évolution. Puis nous, les mamans, quand on les finit par les rencontrer au fil des mois, des années, là, c'est comme un peu, j'ai pas réussi. Il finit par avoir quelque chose d'intériorisé c'était de ma faute à moi si j'ai pas été capable. Puis j'en parle, j'ai des frissons parce que ça montre à quel point, non, c'est pas toi. Peut-être que justement, t'as pas eu le contexte, les conditions, les ressources pour. Puis même quand Jessica disait tantôt, nos ressources, il faut que je me rende vers vous. Est-ce que je le sais vers où je peux me rendre? Ou au contraire, je suis déjà tellement dans mon discours de c'est moi qui est pas capable que je me permets même pas d'aller demander de l'aide. Fait que tout ça, c'est important qu'on en parle, tu sais. C'est ça. Ton histoire me touche beaucoup. Puis je voudrais dire que t'es vraiment pas la seule à avoir vécu une histoire comme ça. Puis c'est crève-cœur. C'est d'imaginer la maman qui est là, de retour à la maison. Ça se passait peut-être pas si mal à l'hôpital. On est tout seul à la maison. On fait quoi avec ce petit être qui dépend de nous pour une très longue période? On n'a pas dormi, on est plein d'hormones, on n'a plus nos repères. Et là, non, c'est pas le moment d'aller chercher des ressources. Il faut les avoir eues avant. Il faut que quelqu'un nous les amène. Il faut qu'on n'est pas dans un état où on est mesure d'aller demander de l'aide. Non, ou de la trouver. Non, on n'a plus de cerveau, là, ça fonctionne plus. Tous nos repères sont partis. Là. Même à l'hôpital, je veux dire, moi, je pense pas pour vrai que j'ai eu un choix éclairé à faire. On m'a pas donné le choix. On m'a dit, faudrait que t'allaites. Ou bien c'est mon interprétation, là, de genre, je me sentirais très coupable si je choisissais autrement. Parce que je comprends que c'est vraiment difficile au début pour tout le monde. Peut-être pas pour tout le monde. Il y en a pour qui ça se passe super bien, mais c'est quand même pas. Moi, j'enlèverais le mot naturel à côté d'allaitement, là, dans le sens où ça va être un apprentissage. Là. Tu sais, c'est pas comme dans tout. Il va falloir que tu apprennes à comment tu positionnes tes choses. Puis on me disait, ça va être dur, mais continue, tu sais. Fait que je me sentais très coupable si j'avais le goût d'arrêter. Puis la plupart des gens autour de moi à qui je parlais, c'était comme, moi, je me mets pas de pression. Je vais voir en arrivant à l'hôpital si ça me tente ou pas. Mais après ça, je sais pas si on soutient vraiment le choix personnel de la personne où on fait comme juste non, go, là, vas-y. Puis même, à un moment donné, quand tu es adepte de l'allaitement, de ce que j'ai vu, OK? Après, tu deviens très fervente et on parle pas de toutes les difficultés associées à cause des instances, à cause du manque de personnel, à cause de tout ça, là. On va juste juger la personne de voyons, ah ouais, allaite, puis tu sais, si tu t'allaites pas, tu te sens coupable. Moi, je me suis sentie vraiment mal quand j'ai pris la décision d'arrêter. Là. Après plusieurs mois, 3 mois, je pense, ma fille avait, et je me sentais terriblement mauvaise mère d'arrêter d'allaiter. C'est ça la réalité aussi. On ne m'a pas supporté dans ce choix-là de l'autre bord non plus. Là. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a peut-être de quoi dans la normalisation il y a plusieurs histoires d'allaitement. Fait qu'il y en a d'autres que c'est vrai là, que t'es sur ton lit puis le bébé puis il se colle, ça va bien. J'aurais donc voulu. On a un peu cette image-là très idéalisée, mais justement, si j'ai intégré cette image-là idéalisée et que j'arrive dans la réalité puis ça se passe pas comme ça. Là, c'est là qu'est-ce que je me dis à moi-même, est-ce que je me permets d'aller chercher de l'aide ou je persévère parce que là, on m'a dit qu'il fallait, tu sais, c'est normal que ça fasse mal à ce point-là. Moi, des fois, j'en ai entendu des histoires que, c'est clairement, il y a quelque chose parce que c'est des grandes blessures. Moi, on m'a dit qu'il fallait persévérer, que ça va finir par passer, mais c'est pas supposé de faire aussi
optimale. Fait que, tu sais, c'est là, justement, qu'elle est où la partie? Puis, justement, si j'ai pas de réseau pour poser ces questions-là, à qui je le demande? Fait que le fameux 89% là, que tu disais au début, Fanny, est-ce qu'il diminue parce que mes perceptions, mes convictions, mes ressources d'aide, ma peur, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben là, le choix du départ, il n'est pas assez soutenu pour être capable d'avoir quelque chose qui se maintient dans le temps. C'est impossible. Je suis laissée à moi-même, comme tu disais. Ouais. Moi, j'aime bien dire justement qu'on ne parle pas nécessairement du choix d'allaiter. C'est une décision qu'on prend et au début, qu'on essaie de prendre en famille aussi, là, que tout le monde soit impliqué, famille élargie même. Et c'est une décision qu'on va reprendre jour après jour, semaine après semaine, de continuer. C'est pas j'ai décidé une fois, puis après ça, c'est facile parce que c'est naturel. Non, au contraire, comme tu l'as dit, Jessica, c'est un apprentissage, ça demande du soutien. Et quand il manque des éléments, ben c'est peut-être plus difficile d'être convaincu de notre décision un jour après jour. Oui, tout à fait. Et je me demandais aussi dans l'apprentissage, tu sais, quand on veut aller rechercher des ressources et tout ça, oui, c'est pour maman, je comprends bien, j'ai eu une marraine d'allaitement, j'ai eu tout ça, mais je trouve que le père aussi, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, au sens où je sais que chez nous, mon chum, à chaque fois que ma fille pleurait, ma fille était arrivée en premier, fait que premier bébé, on n'a pas toutes les techniques au monde pour essayer, tu sais, on s'est pas découvert comme parents encore. Cette solution, c'était essaye de l'allaiter. Tu sais. Et donc, ça me mettait dans une pression de faire diminuer les pleurs de mon enfant par l'allaitement. Puis, mon corps aussi, une réappropriation de mon corps, j'en avais besoin de temps en temps. Je voulais pas être la suce ambulante de je suis la solution à tout, puis je peux pas aller prendre une marche dehors ou juste sortir les poubelles. Je peux même pas aller à arroser mon jardin tellement que ma fille pleurait souvent parce que fait que ça aussi, ça a contribué beaucoup dans mon choix d'arrêter l'allaitement. Fait que je pense je sais pas quelle solution il y aurait pu y avoir, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à apprendre aux conjointes, la personne à côté de celle qui allaite, tu sais. Je sais pas si vous êtes d'accord. 100%. Est-ce que ça fait partie on en parle dans une rencontre avec nos ressources, par exemple? Est-ce que les pères sont impliqués pas juste dans le choix, mais dans le maintien aussi? Oui, puis même Fanny, vous avez des statistiques par rapport à ça? Oui, c'est ça, j'allais dire. Pas de statistiques comme telles là, par rapport au papa, mais définitivement, présentement, justement, je siège sur un comité là, provincial qui s'est mis en place pour se pencher sur la question de la place des pères pendant la période périnatale. Puis, je sais, pour avoir entendu parler des partenaires, mais probablement que chez Nourrissources, Sophie pourrait parler de ce qu'eux font, mais qui a vraiment une façon de donner sa place au papa aussi là, dans cette aventure qui est l'allaitement. Puis effectivement, tu sais, quand j'entends l'expérience un peu de dire, bon, ben là, j'avais l'impression que c'était toujours moi qu'il fallait qu'il console l'enfant, ben c'est un petit peu un réflexe, je pense. Puis moi, si je pense à ma première, ben oui, hein, on savait pas trop comment évaluer les besoins de notre bébé, puis on avait l'impression que c'était comme une façon facile de calmer l'enfant, mais en fait, le bébé a toutes sortes d'autres besoins que celui d'être alimenté. Oui. Donc, il y a d'autres façons de répondre à ces autres besoins-là aussi, mais je pense que c'est le genre de choses que tu apprends. Puis bon, quand tu as un deuxième ou un troisième enfant, ben là, tu sais plus y faire, mais c'est vrai que c'est pas facile au départ. Oui. Ouais. Les pères sont tout aussi déstabilisés que la mère à l'arrivée du bébé, sinon plus, parce qu'ils n'ont pas eu cette préparation physique et mentale-là. Ça n'a pas suivi le même rythme. Ça devient souvent concret quand le bébé est là dans les bras. OK, maintenant, je suis un père, c'est concret. OK, je ne sais pas plus quoi faire. C'est ça. Ouais. Et ils se sentent souvent très impuissants, vaguement inutile pour la maman qui allaite parce que, bon, je peux pas le nourrir moi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ils veulent que la maman dorme, ils veulent qu'elle prenne soin d'elle, ils veulent que... Mais c'est plus facile, bon, que la mère peut allaiter, elle va le nourrir, ça répond plus à plusieurs besoins. Des fois, ils veulent bien, mais ils savent pas trop quoi faire. Donc, on essaie de les impliquer déjà dès la décision, comment vous allez nourrir votre enfant. C'est une décision conjointe.
le conjoint ou la conjointe peut avoir beaucoup plus un rôle de soutien, de se rappeler de ces objectifs-là. On en a parlé, c'est ça qu'on voulait ensemble, jusqu'où je te coach pour que tu continues. S'il y a confiance en l'allaitement, il va pouvoir ramener ça, puis on peut se recentrer. Donc, on les invite dans les ateliers de préparation prénatale. C'est les couples qui viennent. Bon, les mamans monoparentales, solo mamans sont les bienvenues également, mais l'idée, c'est viens avec même, on leur suggère d'amener une personne significative avec elle dès la période prénatale. Puis après, on les invite dans les haltes allaitements. Ils peuvent même discuter avec la marraine d'allaitement au téléphone s'ils le veulent. Des fois, c'est eux qui vont faire les demandes de jumelage pour avoir du soutien. Donc, on les met dans nos formulaires. Ils ont une place dans nos images. Ils ont une place, on les nomme sur le site web. Mais ça prend du travail aussi pour les impliquer. Puis qu'il y a aussi une place privilégiée. J'ai comme l'impression que quand ils sont tout petits bébés, le moment de nourrir est très privilégié. C'est comme, on le met beaucoup sur les réseaux sociaux comme un moment magique et magnifique et beau. Là. Moi, c'était pas ça. Là. C'était plus OK, c'est correct, il faut. Mais donc, le papa, je sais qu'il y en a plusieurs des papas qui nous écrivent en disant comme, ou par leur blonde, j'aimerais ça donner le biberon parce que moi aussi, je veux ce moment-là privilégié avec mon enfant. Tu sais, fait que ça, c'est ça, c'est de leur donner des moments privilégiés. Oui, mais tu sais, j'aime l'idée un peu de voir l'allaitement. Tu sais, tantôt on parlait que c'est quelque chose qui est à soutenir au niveau de la société, mais il y a quelque chose aussi, c'est une décision familiale. Fait que est-ce que justement, comme couple, tu sais, exemple, bon, je reprends ton expérience, Jess, est-ce qu'on s'est dit qu'à toutes les fois que mon bébé allait pleurer, que ça allait être moi qui allais le mettre au sein ou au contraire, on allait être conscient? Est-ce qu'on a déjà eu cette réflexion-là avant, peut-être avec les cours prénataux? OK, regarde, des fois, le bébé va pleurer, puis moi, je vais avoir besoin d'avoir comme un peu mon 5 minutes de bulle. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Est-ce que tu vas te promener en portage? Il y a des choses que les papas peuvent faire, mais des fois, c'est comme si c'est tellement abstrait pour nous avant de devenir parents. Puis là, arrive le devenir parent, arrive l'épuisement, arrive l'irritabilité, la frustration. Moi, j'ai déjà reçu des couples que papa va un peu pousser l'allaitement, puis là, t'as maman qui est comme, moi, j'en peux plus. Fait que ça crée des fois des écarts dans le couple. Fait que justement, il y a comme toute cette notion-là de comme couple, en quoi on croit, c'est quoi notre choix, qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Est-ce qu'on s'écoute? Puis, tantôt, Sophie, quand tu disais, on fait la décision de continuer, est-ce que nous, comme couple, on prend le temps de se rasseoir un peu à notre table là, de couple, puis on se dit, OK, là, on voit comment est-ce que les choses se placent. Est-ce qu'on continue dans cette direction-là? On continue pas. Au contraire, on prend pour acquis que l'autre veut continuer. On prend pour acquis que l'autre veut arrêter. Puis là, ça crée un peu ces décalages-là parce qu'on s'en parle pas, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, c'est ça. C'est vraiment un village qui soutient les mamans à allaiter si elles font ce choix-là. Vraiment. Puis moi, le village, je dirais, c'est pas juste le couple, mais c'est les grands-parents, c'est les gens de notre entourage. Parce que moi, je me souviens, à ma première, j'ai eu 3 enfants, à ma première, mon père ne comprenait pas mon choix d'allaiter parce que ma mère ne m'avait pas allaité. Puis, dans le fond, quand mon bébé manifestait sa faim juste au moment où on allait tous s'asseoir à table pour souper en famille, puis que je disais, bon, désolé, je vais prendre un petit moment pour l'allaiter confortablement dans le salon, puis je me joindrai à vous après, j'avais des commentaires du type, mon Dieu, que tu te casses la tête, est-ce que c'est une question financière? Je vais payer tes formules commerciales. Donc, je pense que c'est important, effectivement, que ça ne soit pas que le choix de la maman, mais que ce soit un choix de famille, puis que ce choix-là soit expliqué aussi aux membres de l'entourage pour avoir un réseau de soutien, parce que c'est certain que ça non plus, ça n'aide pas à persévérer. Puis bon, il y a peut-être des papas qui mettent de la pression pour que la maman allaite, mais il y en a aussi qui ont des mêmes types de commentaires que ceux de mon père à l'époque, et que c'est compliqué, pourquoi on peut pas juste lui donner un biberon? Donc, j'imagine que vous rencontrez ça chez Nourrissource, puis pour moi, ça met vraiment en valeur l'importance du réseau social. T'sais, au même titre que c'est important lorsqu'on a un enfant d'avoir un tissu social autour de nous parce que c'est toute une aventure, mais c'est la même chose pour l'allaitement. Il faut qu'on se sente soutenu. Oui, vraiment. Tu dois le voir, un peu l'esprit. Oui, c'est ça. On en voit de
toutes les couleurs, justement. Le conjoint qui insiste, la maman qui est trop convaincue, la famille qui dit oui, non, dépendamment de la culture d'allaitement aussi, de la famille ou du réseau d'amis, de comment ça va être accueilli. Mais après, ça peut aller jusqu'à au service de garde. Est-ce qu'au service de garde, ils acceptent que je donne du lait maternel qu'ils vont donner sur l'heure du repas, ou est-ce qu'ils acceptent que j'allaite mon enfant juste avant de partir, de le déposer, quand je viens le chercher? Ça nous arrive encore, là, des mamans qui disent pour l'intégration, les bébés allaités sont considérés comme des bébés à besoins spéciaux. Donc, on va demander d'arrêter d'allaiter pour l'intégration, sinon c'est compliqué. Alors que dans les faits, c'est pas plus ou moins compliqué, c'est juste différent. Donc, ça va loin, là, le réseau, justement, comme ça a été nommé. Est-ce que ma communauté, mon quartier est accueillant, mon service de garde, le travail, la famille, les amis, ça va loin. Puis ce qu'on n'a peut-être pas nommé aussi, c'est, on l'a nommé un peu, mais sans le nommer explicitement, justement la perte de modèle. Si ta mère t'a pas allaité, si ta tante t'a pas allaité, si tes cousines n'ont pas allaité leur bébé, ni les amis, qui je regarde pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on a vu, c'est des bébés nourris au biberon. Fait que je le prends, puis je ne sais pas quoi faire avec mon bébé pour l'allaiter. On n'a pas de repères, on n'a pas vu. Souvent, il y a des mamans comme moi, j'avais jamais vu un bébé de quelques jours être allaité. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. Je l'ai vu dans mon cours prénatal au CLSC, sur vidéo. Quand j'ai mis dans le je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, je mettons. Sais pas. Mais, oui, exact. Pas dans la modélisation. Pas dans la modélisation de mon entourage, exactement, pour voir la prise. Puis encore là, il faut que la mère elle soit à l'aise aussi de le montrer puis de le. Oui. Mais sur les réseaux sociaux, on va voir la belle image d'allaitement. On est donc bien, wow, c'est donc bien beau, donc bien. Mais c'est pas la réalité, là. Les premiers mois, les premiers jours, les premières semaines, on ne sent pas glamour, là, quand même. C'est pas optimal. Ça avait fait jaser Maë Paiement avec sa fille. Là, mon Dieu, oui. À l'été, c'est glamour. Là. Ouais. Mais juste pour compléter ça, le rôle, dans le fond, d'une certaine façon, des marraines d'allaitement, des bénévoles qui vont offrir le soutien, c'est un peu de devenir ces modèles-là dans la communauté qui vont montrer l'exemple, voir comment ça évolue aussi, l'allaitement à 3 jours, à 3 semaines, à 3 mois, à 9 mois, à 1 an et demi, c'est pas la même chose à allaiter. Fait que c'est recréer un peu ces modèles-là, puis recréer ce tissu social-là qui existe peut-être plus autour de l'allaitement. Et après ça, la maman qu'on a aidée, elle peut devenir bénévole à son tour, puis s'intégrer dans un réseau. Ça a plein de vertus aussi. Oui. Mais tu sais, on dirait que qu'est-ce que j'entends là-dedans, parce qu'on avait l'image un peu de la personne qui a pas de modèle, mais des fois aussi, qu'est-ce qu'on a, c'est tout le monde autour de moi allaite et pas moi. Fait que là, il y a l'espèce de comparaison, mais tu sais, je pense que au final, qu'est-ce qu'on peut se rappeler, c'est qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas, on peut soutenir, je peux quand même soutenir mon ami qui allaite comme que mon ami qui allaite peut me soutenir moi si je fais le choix de pas allaiter. Il y a quelque chose dans cet aspect-là de si on se soutient, si on se voit, justement, l'espèce de la fonction des hôpitaux, là, comment vous avez appelé ça déjà, amis des bébés, qu'on disait on veut donner un choix éclairé, justement, ce choix-là éclairé, on peut déjà avoir des petites images, des petites réflexions. Si on se parle entre nous, comment ça s'est passé pour toi, puis de pas juste montrer le beau côté, pas juste montrer le moins beau côté, mais juste comme parle-moi de ton expérience. Et moi, après ça, quand je vais être dans mon expérience d'allaitement, je vais me dire, ah oui, je me rappelle, là, moi, comme mon amie Isabelle, il va se passer telle affaire. Ah non, ça, je pense que c'est normal, je vais l'appeler, ou ça, je suis pas trop sûre. Fait que là, on est capable d'aller chercher ces différentes pistes-là d'information versus en ce moment, justement, s'il y a des manques, on sait pas trop où aller les chercher, puis ça crée justement toute la fragilité, là, je pense. Mais je trouve qu'on est beaucoup toujours dans les extrêmes. Tu sais, comme tu as dit, Sophie, tantôt, quand un enfant, mettons, qui va à la garderie, au service de garde, là, elle veut l'allaiter, là, il est bizarre, là, tu sais, parce qu'il est dans l'autre extrême de, voyons, c'est compliqué. Puis quand tu n'allaites pas, en tout cas, moi, ma génération, mes amis, mon algorithme Facebook et Instagram, c'est beaucoup allaite, tu sais. Fait que c'est sûr que tu sais, moi, quand j'avais vu les photos normalize breastfeeding, puis tout ça, moi, ça me ramenait juste à mon échec là, personnel parce que
je trouve qu'on n'allait pas toucher les bonnes personnes. Au sens où, Fanny, tu l'as dit tantôt, il faut que ce soit accepté dans les aires communes, dans les parcs, dans les si. J'ai l'impression que dans mes mères à moi, là, que de mon entourage, de mon âge, mettons, on va dire, c'est très accepté que, tu sais, d'allaiter quelque part. C'est une génération pour qui c'était très pudique, très, tu sais, une génération avant qui, eux autres, ont peut-être de la misère à voir. Puis je comprenais que le normalized breastfeeding était pour ça, pour dire, c'est pas parce que tu vois un sein qui allaite que c'est sexuel ou ça, je comprends tout ça. Mais en même temps, c'était sur les réseaux sociaux des gens d'une même génération. Fait que tu te retrouves campé dans un camp ou dans l'autre, tu sais. Fait que je trouve ça bien, des publicités qu'on voit à la radio, mettons, je sais pas, moi, je vais nommer des grands réseaux qui rejoignent tout le monde. Là. Par exemple, je sais pas, TVA au Québec. Là, on est au Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui nous écoutent aussi, mais une télévision qui rejoint tous les âges. Là, tu mets une pub d'allaitement, tu fais comme ah ben gars, on la voit même à la télé. Mais c'est sûr que dans les réseaux sociaux, avec les algorithmes aujourd'hui qui ciblent les gens, c'est très concentré. C'est très concentré. Fait que ce que moi, je vois, le normalize, sérieusement, de question féminisme, question tout ça, je suis full pro, allaite où tu veux. Mais dans mon réseau, dans mon téléphone, je me sentais comment? Je me sentais diminuée comme maman parce que j'avais pas réussi. Puis juste pour que vous sachiez, moi, après ma fille, j'ai eu des jumeaux. Fait que j'ai essayé d'allaiter les jumeaux, mais là, c'est une autre game, là. C'était allaiter en même temps, j'avais pas assez de support, ça a duré un beau 5 jours. Et, tu sais, je faisais juste sacrer. Là, je me suis dit, visiblement, je donne pas le meilleur à mes enfants en ce moment en sacrant constamment. Fait que j'ai arrêté, tu sais. Fait qu'il est là la difficulté d'aller toucher les bons publics ou aller toucher tout le monde sans viser. Je sais pas, j'ai pas de solution. Mais je vois que c'est ça le constat. Ben, c'est drôle parce que, comme beaucoup de questions qui touchent les femmes, on dit en anglais « damn if you do, damn if you don't ». On dirait qu'on n'est jamais gagnant d'un côté ou de l'autre dans le sens où moi, j'ai allaité mes 3 enfants, puis j'ai pas toujours trouvé que notre société était très pro-allaitement. Je trouvais que souvent, je me ramassais dans des petits endroits exigus qui sentaient pas bon pour allaiter mon enfant parce que je sentais que je dérangeais, là, qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient très inconfortables de me voir allaiter. Donc, je pense que l'important, c'est qu'on soit cohérent comme société. C'est-à-dire que si on dit, écoutez, il y a des études, on vous le communique, il y a des bienfaits à allaiter, on vous encourage à le faire pour celles qui en auraient envie, bien, il faut aussi être au rendez-vous quand vient le temps de rendre les environnements favorables à l'allaitement. Puis c'est ça tantôt que j'ai abordé, c'est le fait d'agir, mais sur plusieurs fronts. Puis effectivement, bon, on a parlé au tout début là, dans les hôpitaux Amis des bébés, mais même plus tard, donc d'avoir des commerces justement qui s'affichent comme n'hésitez pas, là, vous pouvez allaiter, pas besoin de venir vous acheter des breuvages ou quoi que ce soit. On est accueillant envers les mères qui allaitent, que les entreprises aussi se préoccupent de ça, soient ouverts à, par exemple, donner un horaire un petit peu plus flexible ou peut-être un retour progressif pour permettre à la maman qui le souhaite de rester plus longtemps auprès de son enfant et de pouvoir continuer de l'allaiter ou encore d'offrir un petit local douillet dans le fond, où la maman peut s'installer pour tirer son lait confortablement. Donc, vraiment d'être, dans le fond, des coéquipiers pour aider les familles qui décident de faire ce choix-là d'allaiter, bien, de pouvoir le faire sans constamment être confronté à toutes sortes d'obstacles. Et on voit qu'à ce moment-là, c'est vraiment tous les secteurs de la société ou presque là, qui peuvent agir dans le sens où on peut, en tant qu'employeur, favoriser l'allaitement, on peut, en tant que professionnel de la santé. Et d'ailleurs, les hôpitaux Amis des bébés s'engagent à former leurs intervenants pour qu'ils soient d'un meilleur soutien possible auprès des familles qui ont fait le choix de l'allaitement. Puis, on peut effectivement, en tant que commerce, en tant que municipalité, puis je dirais, ultimement, bien, il y a la norme sociale aussi. Donc, de sentir que la norme sociale est accueillante envers l'allaitement, puis que, justement, on ne se sent pas mal à l'aise de le faire, peu importe, où on le fait. Wow!
Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, puis je pense que plus il va y avoir de support à la base. Puis là, je suis pas sociologue, puis j'ai pas fait des études là-dessus. Tu sais, à Ça va maman, il y a 2 sujets qui enflamment les patients, c'est le sommeil, puis les techniques, puis les ci, puis les ça, et l'allaitement, tu sais. Et je pense que de ce que j'ai compris, puis c'est vraiment bien personnel comme reflet, mais quand c'est vraiment difficile, là, tu sais, le manque de sommeil, c'est vraiment difficile. Puis allaiter, ça peut être vraiment difficile. Quand arrive une grosse difficulté, s'il manque de soutien, après ça, ce qui reste, là, c'est tranchant entre les 2 camps. J'ai l'impression qu'il y a une gang de mamans pour qui ça a été tough, puis on dit, moi, je me suis battue pour le bien-être de mon enfant, puis j'ai allaité, fait que toi aussi, il faut que tu te battes, puis il y a comme quelque chose là-dedans aussi. Fait que si on a plus de support puis de soutien au départ, ben ça va apaiser, je pense, un peu tout le monde et accepter le choix de tout le monde après. Ça va être moins tranchant parce que j'ai l'impression qu'on est dans un camp ou dans l'autre, mais entre les deux, là, il y en a pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que ça crée des camps, en fait. Tu sais, quand tu dis, là, il faut, parce qu'à un moment donné, tu veux tellement pas te sentir seul, tu sais, parce que autant que tu peux te faire juger quand tu n'allaites pas, autant que tu peux te faire juger si, hey, toi, ton enfant, il y a 2 ans, puis tu l'allaites encore, ben voyons donc. Fait qu'à un moment donné, tu veux sentir qu'il y a des gens qui sont dans ton camp, fait que ça crée ces gros combats-là, mais tu sais, en ce moment, on est en période d'élection, hein, on est, ceux au Québec, ils le savent. Mais placardé partout. Placardé partout, mais j'ai le goût que cette conversation-là, elle se retrouve un peu sur les bureaux de nos élus, puis qu'on soit capable de passer des lois, qu'on soit capable de dire, comme que tu disais tantôt, Fanny, qu'on soit cohérent comme société, de dire, c'est pas juste aux maires de porter ça sur leurs épaules, on en fait déjà beaucoup. Fait qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir comme ce courant-là qui dit, ben, soutenons les gens, peu importe leur choix, puis peut-être qu'effectivement, ça va apaiser le sentiment de non, c'est moi versus toi. Au contraire, on va juste se dire, dans notre société, peu importe ce que tu décideras, il y a de la place pour ça. Puis je vous remercie vraiment, Sophie et Fanny, c'est toujours illuminant. Je sais pas si c'est un vrai mot dans le dictionnaire, illuminant, mais ça l'amène cet aspect-là de la maternité. Des fois, on oublie un peu le fond du message qui est, on est capable de le faire ensemble. Fait que le ensemble est important. Vraiment. Puis, tu sais, j'aimerais juste souligner que de prévoir un espace, par exemple, dans une entreprise pour permettre à une maman de tirer son lait, ça peut aussi être un endroit où la maman qui n'allaite pas va prendre une petite pause avec un petit roman sur l'heure du dîner, puis qu'elle apprécie ce petit moment sans cri d'enfant autour d'elle. Donc, tu sais, je veux dire, les mesures qui sont offertes pour l'une peuvent très bien servir à l'autre. Donc, on n'est pas en opposition, là. Absolument. Complètement. Excellente suggestion. Et Sophie, comment on peut, je veux dire, on appelle nos ressources quand on a besoin d'aide? Qu'est-ce qui est offert pour celles qui font le choix d'allaiter? Est-ce que on peut je dirais, dans la mesure du possible, si vous êtes enceinte et vous pensez à allaiter, vous n'êtes pas sûr, vous avez des questions, contactez la ressource en allaitement la plus proche. Ça va par territoire. Si vous ne savez pas c'est laquelle, vous pouvez aller sur le site du Mouvement Allaitement du Québec. Il y a la liste des ressources. Sinon, pour Montréal spécifiquement, c'est nourrissourcemontréal.org. Vous tapez dans Google, vous allez trouver. Vous pouvez faire une demande de jumelage en ligne, trouver ou par téléphone, trouver le calendrier de nos haltes allaitement, trouver le calendrier des cours, des ateliers prénataux qui sont virtuels. On a des conférences aussi pour les familles ou si vous voulez devenir bénévole à votre tour parce que ça vous appelle. Le formulaire aussi est en ligne. On a aussi une page web, pas page web, mais page Facebook où vous pouvez nous trouver. C'est sur le web aussi, Facebook. C'est sur le web. C'est sur notre application, mais c'est sur le web aussi. Ben, je vous remercie. Le numéro de téléphone, mais on leur témoin. Oui, c'est ça. Il va falloir reculer 3 fois le podcast pour bien le retenir. C'est plus facile Facebook, effectivement. Donc, Sophie Morel, je rappelle, directrice générale de Nourrissources Montréal, nutritionniste, consultante en lactation. Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits. Merci beaucoup pour cette conversation très enrichissante et illuminante. Je ne sais pas comment tu as dit ça. Là. Ouais. Illuminante et enrichissante. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, j'espère que cette conversation vous a fait du bien. J'avais le goût de rajouter un petit quelque chose parce que la conversation s'est poursuivie avec Fanny et Sophie par la suite, après l'enregistrement. Et les 2 filles nous parlaient de rigidité. À quel point il faut cesser peut-être
La rigidité par rapport à l'allaitement, il y a plusieurs façons d'allaiter et Sophie Morel nous disait, tu sais, c'est pas parce que tu donnes de la formule que tu pourras pas allaiter par la suite, c'est pas parce que tu fais du tire-lait qu'à un moment donné, ça va obligatoirement diminuer ton allaitement. Tu sais, il y a plusieurs façons et j'aimais beaucoup leur philosophie. Elle a terminé en disant, nous, on t'accompagne dans ton choix, dans ton processus d'allaitement et donc, à la limite que vous voulez, ce que vous avez de besoin. C'était très inclusif comme discours et ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que vous m'avez entendu, je suis pro-choix. Choisissez ce que vous voulez, ce avec quoi vous vous sentez bien. Puis j'espère juste qu'on va trouver un espace pour discuter tout ensemble au lieu d'être dans des camps séparés. Parce qu'on a vu, il y a plusieurs parcours d'allaitement, de non-allaitement, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, peut-être que si on se rejoignait plus dans les raisons, on serait moins dans la confrontation. Bref, faites ce que vous voulez par rapport à l'allaitement ou pas. C'est le message final. Et allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.